Bonjour et bienvenue à cette conférence en ligne Parents après la séparation. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h15 environ et nous allons aborder avec des professionnels des questions juridiques et sociales liées à la séparation. Dans un premier temps, nous aborderons l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Puis avec un travailleur social, nous parlerons de la nécessité de maintenir la communication parentale dans l'intérêt de l'enfant. Et nous terminerons par la présentation d'un outil qui est souvent utilisé lors de la séparation, la médiation familiale. Vous pourrez également poser vos questions en direct pendant cette conférence. Des professionnels sont disponibles pour vous répondre sur le chat. Tout d'abord, j'accueille Élodie Euzé, juriste au Centre d'information des droits des femmes et des familles. Bonjour Élodie. Bonjour Nathalie. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les différents types de séparation ? Alors, pour aborder les différents types de séparation, il va falloir distinguer les couples mariés des couples non mariés. S'agissant des couples mariés, on a plusieurs formes de divorce, à commencer par le divorce par consentement mutuel, donc qui est un divorce qui se passe, ou divorce à l'amiable, qui se passe avec la présence de chaque avocat pour chaque époux, et qui consiste à établir une convention de divorce qui sera soumise au notaire ensuite pour enregistrement. Juste attention pour ce type de divorce-là, si un enfant mineur demande à être entendu par le juge ou si l'un des époux est sous une mesure de protection juridique, il faudra passer devant le juge aux affaires familiales pour faire homologuer ce divorce. Et ensuite, il y a les divorces judiciaires, donc les divorces judiciaires avec un passage donc devant le juge aux affaires familiales, avec la présence des avocats également. Et donc là, on va distinguer 3 causes de divorce. Le divorce accepté, le divorce pour altération du lien conjugal qui est prononcé après une séparation d'un an des époux, et le divorce pour faute qui existe toujours, qui consiste à reprocher à son conjoint ou sa conjointe une des fautes dans les obligations du mariage, comme l'abandon du domicile conjugal, le manquement au devoir de respect entre époux, l'infidélité, etc. D'accord, donc ça, c'était pour les couples mariés. Et qu'en est-il pour les couples non mariés ? Alors, pour les couples non mariés, les personnes qui sont en concubinage, donc en union libre, la rupture est effectivement libre. Et pour les personnes pacsées, on va distinguer le fait qu'elles soient d'accord pour se dépaxer ou pas forcément d'accord. Donc, quand il s'agit d'un accord amiable, on va avoir une déclaration conjointe qui va être faite par les partenaires de Pacs. Si le Pacs a été conclu avant novembre 2017, on va s'adresser à la mairie du ressort du tribunal d'instance où il a été conclu. Et s'il a été conclu après novembre 2017, on va s'adresser à la mairie qui a procédé à l'enregistrement du PACS. Et si ce PACS a été rédigé par un notaire, bien sûr, on s'adresse au notaire pour rompre ce partenariat. Et quand il s'agit d'une décision unilatérale d'un des partenaires, on va procéder à une signification par un huissier de justice. Très bien, nous allons maintenant aborder l'autorité parentale. Quels sont les effets juridiques de la séparation sur l'autorité parentale ? Alors, peut-être avant d'aborder les effets juridiques de la séparation sur l'autorité parentale, on va la définir, cette autorité parentale. Donc, la loi la définit comme un ensemble de droits et de devoirs qui sont exercés conjointement par les parents et qui ont pour objectif donc l'intérêt de l'enfant. Il est important de savoir que quel que soit le statut de couple dans lequel vous vous trouvez, l'exercice de l'autorité parentale, les règles sont absolument les mêmes et la séparation n'a aucune incidence sur ces règles-là. Donc, des droits et des devoirs qui sont exercés conjointement par les parents dans l'intérêt de l'enfant. Donc, c'est un principe de cotitularité de l'autorité parentale avec donc un respect mutuel de chacun des parents l'un envers l'autre. Il existe des exceptions à ce principe de cotitularité de l'autorité parentale où on peut donner parfois l'exercice exclusif à l'un des parents dans des cas notamment de violences qui seraient commises au sein du couple ou sur l'enfant. Auquel cas ces situations sont vraiment particulières et nécessitent une approche adaptée et des solutions bien à part. Voilà, donc les parents, du coup, prennent toutes les décisions importantes concernant l'enfant dans son intérêt, toujours en respectant le droit de l'enfant au maintien des liens de la relation, du coup, avec ses deux parents. Et au niveau des décisions qui sont prises pour l'enfant, est-ce que, par exemple, un parent peut décider seul d'inscrire son enfant dans une école privée ?
Alors du coup, vous posez la question des actes, des décisions qu'on prend, des actes importants et des actes qui seraient moins importants dans la vie de l'enfant. Du coup, le partage de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants. Mais bien évidemment, on ne va pas systématiquement demander l'accord express pour tous les actes, les décisions qu'on a à prendre. Donc c'est pour ça que la loi pose le principe d'actes usuels, des actes qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui n'ont pas d'impact voilà, sur son intégrité physique ou psychique. Et pour ces actes-là, eh bien, on a une présomption d'accord de l'autre parent. Ce qui veut dire que, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas informer l'autre parent, mais en tous les cas, on a une présomption d'accord. Ça peut être, voilà, faire un passeport, l'inscrire à une activité sportive ou de loisir, l'emmener chez le médecin, voilà. Et ensuite, on a en parallèle de ça les actes non usuels, donc les actes plus importants. Et on a pour habitude de parler des actes liés à la scolarité, à la pratique d'une religion ou à la santé, à la sortie de ou à la pratique d'un sport dangereux pour lesquels il faudrait du coup que les parents soient d'accord. Donc effectivement, le passage par exemple d'une école, de l'école publique à une école privée, effectivement, ce serait un acte relevant de l'autorité parentale. D'accord, donc on distingue bien les actes courants de la vie et les actes importants dans la vie de l'enfant. Et c'est toujours quand même mieux d'informer l'autre parent, mais on n'est pas obligé d'avoir son consentement par écrit tout le temps. Absolument. Voilà. Nous allons maintenant parler de la résidence de l'enfant. Comment peut-on l'organiser ? Alors, la résidence de l'enfant, effectivement, c'est finalement la première décision importante que prennent les parents séparés. Il existe deux modes de résidence prévus par la loi, la résidence alternée et la résidence habituelle chez l'un des parents avec un droit de visite et ou d'hébergement pour l'autre. Donc la résidence alternée, on en entend beaucoup parler, hein, c'est un modèle qui est privilégié au jour d'aujourd'hui quand il peut se mettre en place. Donc on va avoir une forme égalitaire de répartition du temps de vie de l'enfant chez les deux parents. Généralement, on entend beaucoup parler d'un week-end, une semaine chacun, mais l'alternance peut être aussi sur la semaine ou un peu plus que ça. Donc c'est vraiment un modèle qui est axé sur la coparentalité et qui prévient le délitement du lien entre les parents et les enfants. Et ensuite, l'autre mode de résidence, donc c'est la résidence habituelle avec un droit de visite et d'hébergement. Droit de visite qui peut être aussi sans hébergement. On entend beaucoup parler du week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. C'est pas forcément un modèle légal. On peut tout à fait faire du sur-mesure tant que ça reste voilà, assez facile à mettre en place dans la vie quotidienne. Donc en fait, c'est aux parents de trouver la solution qui convient le mieux dans l'intérêt de l'enfant. Et c'est seulement s'ils ne sont pas d'accord que le juge aux affaires familiales intervient. Tout à fait. Une question qui revient souvent lors des séances parents après la séparation en présentiel, est-ce qu'un parent peut déménager sans l'accord de l'autre ? Alors, un déménagement, finalement, ça peut. Alors, un déménagement à 5 km ou un déménagement à 200 km ne va pas avoir le même impact, bien évidemment, sur le maintien des liens dans la famille. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un déménagement qui va changer les modalités habituelles que les parents avaient mises en place avant, c'est un acte important de l'autorité parentale. Donc, il faut effectivement déjà être d'accord tous les deux. Et ça va pouvoir, voilà, on va pouvoir envisager peut-être un changement d'école, une perte des liens familiaux, sociaux, voilà, qui existaient avant. Et donc c'est soumis effectivement à l'accord des deux parents. Et à partir du moment où un parent qui a la résidence habituelle fixée chez lui par le juge, qui décide de déménager, doit prévenir l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit le déménagement. D'accord. Donc c'est quand même une chose essentielle dans la vie de l'enfant de trouver une solution ensemble. C'est ça. Et nous allons maintenant parler d'une chose qui fait souvent débat et qui peut cristalliser la relation parentale. Pourquoi et comment fixer une pension alimentaire ? Alors effectivement, la pension alimentaire, hein, l'argent, c'est toujours voilà, une question qui est un petit peu sensible à aborder. La loi parle avant tout de contribution à l'entretien, à l'éducation de l'enfant. La pension alimentaire, c'est un terme effectivement un petit peu plus strict, mais il faut savoir que la loi prévoit que les deux parents sont censés contribuer à l'entretien, à l'éducation de l'enfant. Et le but de la pension alimentaire, en fait, ça va être de maintenir le même niveau de vie ou un niveau de vie proche que l'enfant avait avant la séparation. Et donc, pour ce faire, elle va être
être évalué en fonction de la situation et en fonction de plusieurs critères. Donc déjà en fonction du mode de résidence qui est adopté par les parents, du nombre et de l'âge des enfants, des ressources et des charges de chacun des parents. Et effectivement, les besoins spécifiques de l'enfant. Un enfant qui va avoir 3 ans n'aura pas les mêmes besoins qu'un enfant de 17. Un enfant en situation de handicap n'aura pas les mêmes besoins qu'un qui ne l'est pas. Donc vraiment, voilà, on s'adapte. Il existe effectivement des barèmes, et notamment un barème du ministère de la Justice qui donne à titre indicatif une évaluation de cette pension alimentaire pour donner une idée voilà, de ce qui peut être dû. Et ne pas oublier aussi que la pension alimentaire, c'est pour les besoins du quotidien, donc la nourriture, l'hébergement, voilà, la cantine, etc. Mais il y a des frais qui sont un petit peu voilà, de l'ordre de l'exceptionnel ou des frais extrascolaires pour lesquels on peut aussi, voilà, qu'on peut aussi poser sur le tapis. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, on parle bien de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et finalement d'un devoir légal du parent. Et quand cette contribution n'est pas versée, il s'agit d'un délit. Est-ce que le versement s'arrête à la majorité de l'enfant ? Alors, le versement ne s'arrête pas forcément à la majorité de l'enfant. La loi le prévoit expressément, notamment si l'enfant poursuit des études supérieures, à charge bien sûr pour lui ou pour le parent qui l'héberge, de continuer à justifier de la poursuite de ses études tant qu'il n'est pas autonome financièrement. Dernière question, Élodie. Dans quel cas le juge aux affaires familiales intervient et quel est son rôle ? Alors, le juge aux affaires familiales est un juge qui va intervenir dans un premier temps pour homologuer des accords parentaux. Donc, on va valider en fait un accord parental et il va intervenir dans un second temps si les parents sont en désaccord sur un ou plusieurs points dont on vient de discuter, sur toutes les modalités d'autorité parentale, pour finalement trancher ce désaccord. Il faut savoir également que les CAF et MSA peuvent également délivrer aux parents ce qu'on appelle un titre exécutoire qui peut en fait avoir la valeur d'un jugement concernant uniquement la pension alimentaire. Même si la convention parentale reprend tous les points des modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui va pouvoir avoir force exécutoire, ce n'est que sur la pension alimentaire. Merci Élodie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Nous allons poursuivre sur ce sujet avec Nathalie Ribeiro qui travaille au sein de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. Bonjour Nathalie. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le service de l'ARIPA ? Oui, l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, ARIPA, est un service de la CAF et de la MSA. Elle vous aide à recouvrer les impayés de pensions alimentaires et vous oriente dans vos démarches. Ces missions sont au nombre de 4. Étudier des droits à l'allocation de soutien familial, recouvrer des pensions alimentaires impayées, délivrer des titres exécutoires et enfin traiter des demandes d'intermédiation financière. Pour continuer cette présentation, je vais moi aussi vous expliquer ce qu'est exactement un titre exécutoire. Donc c'est un terme qui va revenir tout au long de cette présentation et donc il est important de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un acte juridique constatant officiellement un droit et qui permet à son titulaire d'en exiger l'exécution forcée. Et nous allons prendre un exemple. On constate un droit à la pension alimentaire. Cela permet de récupérer un impayé de pension alimentaire. Cela peut être un jugement délivré par le JAF, une convention de divorce devant un avocat déposé chez le notaire ou un titre exécutoire rendu par la MSA ou la CAF. Et justement, pouvez-vous nous dire à qui s'adresse alors le titre exécutoire CAF ou MSA et comment il est délivré ? Oui, ce service s'adresse aux parents vivant une séparation, rupture de pax ou de vie en concubinage uniquement. Et il conclut une convention parentale qui inclut la fixation d'une pension alimentaire. Ce document en rend le paiement obligatoire au même titre qu'un jugement. Donc, pourquoi demander un titre exécutoire à la CAF ou à la MSA ? Donc, il offre une alternative à une procédure judiciaire et il a la même valeur qu'une décision de justice.
D'accord. Pouvez-vous nous expliquer maintenant ce qu'est l'allocation de soutien familial? Oui. Alors, le versement de l'allocation soutien familial en cas de séparation et sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier donc de cette aide financière qui se nomme donc allocation de soutien familial. Elle est d'un montant de 115,99 € aujourd'hui par enfant à charge si vous vivez seul. Et elle est de 154,63 € par enfant à charge si vous avez recueilli un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents. L'ASF peut être versée uniquement aux parents isolés. La CAF et la MSA se substituent finalement au non-versement de la contribution alimentaire dans deux cas de figure. Si une procédure est engagée à l'encontre du débiteur devant le juge et si le débiteur n'est pas solvable. Et si par exemple la pension alimentaire n'atteint pas les 115 €, par exemple elle n'est versée qu'à 90 €, est-ce que l'allocation de soutien familial peut venir compléter le montant versé par le débiteur? Si la personne détient un titre exécutoire et que la pension alimentaire est impayée intégralement, nous pourrons alors verser un complément. Par exemple, pour cette personne, nous verserons un montant de 25 € d'allocation soutien familial complémentaire. D'accord. Donc vous venez de dire que l'allocation de soutien familial est dédiée aux personnes isolées. Que se passe-t-il si la personne se remet en couple avec une personne qui n'est pas le parent des enfants? Eh bien, dans ce cas, nous stopperons le versement de l'allocation soutien familial et nous poursuivrons uniquement le recouvrement des impayés de pension alimentaire. Qu'est-ce que l'aide au recouvrement? Eh bien, les personnes ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à l'allocation soutien familial, car ils vivent en couple, donc ne sont pas en situation d'isolement, peuvent bénéficier de l'aide au recouvrement. Cette aide est gratuite et ouverte à tous. La seule condition est d'être détenteur d'un titre exécutoire fixant une pension alimentaire. Et quelle est la procédure? Eh bien, la procédure est tout d'abord et obligatoirement amiable. Le débiteur a un mois pour nous répondre. Dans la négative, nous passerons un recouvrement forcé. C'est-à-dire que nous pouvons saisir directement sur les salaires, les indemnités Pôle emploi ou bien encore les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Nous pouvons recouvrer jusqu'à 2 ans de pension alimentaire impayée. Et comment s'en saisir? Eh bien, il y a un site internet disponible. Donc, vous pouvez consulter ce site via l'espace pension-alimentaire.caf.fr. D'accord. Nous avons entendu parler depuis quelque temps d'une nouvelle mission de l'ARIPA, l'intermédiation financière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment cela fonctionne? Oui, la CAF et la MSA, via la structure donc de l'ARIPA, proposent ce service aux parents séparés concernés par la pension alimentaire, qu'il y ait un impayé ou non. Les deux organismes peuvent être l'intermédiaire des deux parents. Donc, ils collectent la pension alimentaire auprès du parent qui doit la payer, on le nommera le débiteur, et il la reverse tous les mois au parent qui la reçoit, le créancier. Une condition est requise, être en possession d'un titre exécutoire. Vous n'avez pas besoin de l'accord de l'autre parent pour la demander. Et quels sont les avantages de l'intermédiation financière? Eh bien, les avantages, c'est dans un premier temps prévenir et éviter les tensions ou conflits entre ex-conjoints et ainsi faciliter l'éducation et le développement des enfants. C'est aussi sécuriser chaque mois le versement de la pension alimentaire. Et enfin, c'est réduire le risque de pension alimentaire impayée ou partiellement payée. Depuis le 1er janvier 2021, tous les parents séparés peuvent bénéficier de ce service. Il suffit seulement que la pension alimentaire pour le ou les enfants soit fixée via un titre exécutoire, sans aucune autre condition. D'accord. Et comment se demander ce service d'intermédiation financière? Eh bien, comme tout à l'heure, nous avons la possibilité de demander cette intermédiation financière sur le site www.pensionalimentaire
pensionalimentaire.caf.fr, pardon. Vous y retrouverez toutes les informations en lien avec la séparation ainsi que des démarches en ligne. Donc, vous avez la demande d'allocation soutien familial, la demande d'aide au recouvrement et la demande d'intermédiation financière. Également à disposition un simulateur de pension alimentaire et un modèle de convention parentale et une demande de titre exécutoire. Existe-t-il un site internet et un numéro de téléphone pour contacter les services de l'ARIPA? Oui, alors le site internet, nous venons de le voir, c'est www.pensionalimentaire.caf.fr. Et le numéro de téléphone, effectivement, nous avons un plateau téléphonique spécialisé. Vous pouvez les joindre au 32 38, c'est un service gratuit. Et vous avez donc le prix de l'appel uniquement. Donc ce plateau téléphonique informe sur la séparation, la pension alimentaire, sa fixation, l'impayé, le recouvrement, l'allocation de soutien familial et aussi l'intermédiation financière et enfin les titres exécutoires. Merci Nathalie pour votre intervention. À présent, j'accueille Laetitia Arnaud, travailleur sociale à la Caisse d'allocation familiale. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous accompagnez de nombreux parents dans le cadre de la séparation. Avez-vous remarqué des points communs dans le vécu de ces familles? En effet, dans le cadre de mes missions, je rencontre des familles qui vivent des événements de vie fragilisants comme la séparation abordée ce jour. Lors des entretiens individuels, beaucoup de parents nous expriment être débordés par la gestion du quotidien pendant un temps et des démarches administratives qui mobilisent beaucoup d'énergie. Il peut s'agir d'un changement de logement, d'une nouvelle organisation familiale ou professionnelle à trouver, de la recherche d'un nouveau mode de garde par exemple. En effet, la séparation est un processus qui prend du temps et qui engendre une période de changement pour la famille et l'entourage. Chacun est différent et va vivre ces étapes à sa manière et en fonction de qui il est. Par exemple, votre ex-conjoint ne vivra peut-être pas la séparation au même rythme que vous, ce qui peut provoquer des décalages et des incompréhensions dans la communication. J'imagine que la décision de la séparation est une étape importante pour le couple. En effet, que la décision soit choisie ou pas, elle peut être vécue comme un choc et créer des sentiments et des émotions différentes propre à chaque personne, la sidération, la colère, la culpabilité ou l'acceptation, toutes ces émotions sont normales. Et suite à cette décision, est-ce qu'il y a de bonnes conditions pour annoncer la séparation à ses enfants? Alors, l'annonce aux enfants est une préoccupation principale des parents. Ils ne souhaitent pas blesser leur enfant. Ils disent souvent qu'ils ont peur qu'ils le vivent mal ou que ça puisse créer un sentiment d'insécurité. Il n'y a pas une méthode pour faire cette annonce, cela dépend encore une fois de votre situation. Alors on peut vous conseiller de préparer cette annonce et de réfléchir au moment où vous allez annoncer cette décision, pendant un week-end, lors d'un repas ou tout autre moment qui vous semble adapté. Au lieu où vous allez l'annoncer, dans un parc, à la maison, dans un lieu agréable, et à ce que vous allez dire à vos enfants, c'est-à-dire au choix des mots, qui peut varier en fonction de l'âge des enfants. C'est un moment de discussion où chacun va pouvoir s'exprimer, y compris l'enfant. Et si cette annonce a déjà été faite, vous pouvez questionner les enfants sur ce qu'ils en ont compris. Et sachez que les enfants peuvent aussi vous questionner. En effet, c'est une étape importante. Comment aidez-vous les familles à traverser cette période? Alors, en tant que travailleur social, mon rôle est de proposer un entretien individuel, confidentiel, afin d'apporter un temps d'écoute et de parole pour vous permettre de mieux comprendre là où vous en êtes, des conseils et un appui dans les choix à venir de la vie quotidienne, mais aussi une mise en relation avec d'autres professionnels. Par exemple, un changement d'école peut être discuté en médiation familiale. Cet accompagnement peut également être proposé à l'autre parent, qu'il soit allocataire ou non. Maintenant, nous allons aborder l'importance de maintenir la communication entre les parents. Pourquoi est-il important de la maintenir? Alors avant de répondre à votre question, Nathalie, je tiens à préciser pour les personnes victimes de violences que vous pouvez contacter le 3919, numéro d'écoute national anonyme et gratuit, et vous pouvez aussi rencontrer des professionnels. Pour revenir à votre question, il est important d'essayer de maintenir la communication, mais ce n'est pas toujours évident ou possible, notamment s'il y a trop d'émotions ou de conflits.
Parfois, même lorsque la communication est possible entre les parents, la séparation entraîne forcément un ajustement de celle-ci. En effet, il peut y avoir des décalages dans les compréhensions des réactions de l'autre. Les anciens conjoints ont des habitudes de fonctionnement qu'ils avaient auparavant, et quand le couple conjugal se termine, le couple parental perdure. Et c'est de la responsabilité des parents de maintenir cette communication dans l'intérêt de l'enfant. Justement, comment maintenir cette communication, notamment lorsqu'elle est difficile à mettre en œuvre? Alors, l'important est de communiquer en essayant de garder en tête quelques bonnes pratiques avec respect, en étant attentif aux mots utilisés. Et si vous communiquez devant les enfants, en restant vigilant à l'image que vous donnez de l'autre parent, y compris lors d'une conversation avec vos proches. L'important est de trouver le fonctionnement qui convient à chacun. Les outils de communication peuvent évoluer dans le temps et selon vos besoins. L'écrit peut être utilisé, par exemple, pour vous permettre de prendre du recul, d'organiser vos idées ou aussi de différer la réponse à l'autre parent. Il restera toujours des domaines pour lesquels il est important de maintenir cette communication, comme la santé, la scolarité, les loisirs ou l'éducation. Et quelle est la place des enfants dans cette communication? Alors, il est essentiel de préserver les enfants pour qu'ils ne fassent pas l'intermédiaire entre les parents. Par exemple, ce n'est pas à l'enfant de dire à l'autre parent qu'on souhaite changer son week-end de garde, par exemple. Il est important pour l'enfant de conserver une image positive de ses deux parents, quoi qu'il se soit passé dans la relation de couple. L'enfant doit déjà gérer ses propres émotions. Prendre une place de confident peut être difficile pour lui, il est l'enfant et il n'a pas à prendre cette responsabilité. Donc, on comprend qu'il est important de se parler pour que l'enfant ne soit pas le messager. Justement, parlons des enfants. Nous avons vu les effets de la séparation sur les adultes. Et que vivent les enfants pendant cette période? Alors, les enfants vivent aussi une période bouleversante amenée par la réorganisation familiale et c'est normal. Souvent, les enfants se désirent de réunir leurs parents. Parfois, ils peuvent se sentir coupables et ne veulent pas blesser l'un ou l'autre parent. L'enfant peut également être inquiet et se questionner sur l'impact de la séparation sur son quotidien. Il peut se demander qui va venir le chercher à l'école, par exemple. Il a besoin d'être rassuré et de savoir qu'il n'est pas responsable des conflits entre ses parents. Vous pouvez en discuter en amont, entre parents, réfléchir à des réponses cohérentes et dans le respect de l'autre, ce qui rassurera votre enfant. Et si c'est trop difficile, l'entourage ou des professionnels peuvent vous aider. Une personne qui aurait envie de faire le point sur sa situation pourrait vous rencontrer comment? Alors, vous pouvez contacter le travailleur social le plus proche de votre domicile. Vous retrouverez les contacts dans le diaporama. Merci Laetitia pour cette présentation. Merci. Pour résumer, même si le couple conjugal n'existe plus, il est essentiel de garder une communication et de maintenir son rôle de parent dans l'intérêt des enfants. Tout à fait. Merci. Merci. Nous terminons cette conférence en ligne par la présentation d'un outil qui peut vous aider dans la séparation, la médiation familiale. J'accueille maintenant Stéphanie Lara de la Maison des droits des enfants et des jeunes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la médiation familiale et ce qu'elle peut apporter aux parents qui se séparent? Alors, la médiation familiale, c'est un espace de discussion pour les personnes en conflit. Donc, cela peut être les parents essentiellement, mais on peut avoir des grands-parents ou un parent en difficulté avec son ado. On appelle ça une remise en lien parent-ado. Pour les grands-parents, on appelle ça une médiation intergénérationnelle. Mais la plupart du temps, cela concerne les personnes séparées. Alors, en cours de séparation ou qui viennent de prendre la décision de séparation, qui sont déjà séparés et qui ont besoin de s'organiser. Ou de se réorganiser quand les enfants grandissent ou qu'il y a des événements de vie, un déménagement ou des choses comme voilà, qui font qu'on ne peut plus appliquer les accords qui étaient convenus. Du coup, lorsque la résidence peut être modifiée, les parents vont venir discuter des objets qu'ils ont décidés. Ça peut être la contribution de l'entretien à l'éducation, ça peut être la question du règlement des factures, le CLAE, la cantine, les activités, qui paye quoi, comment, est-ce qu'on fait des prélèvements, qui rembourse qui. Donc parfois, ça vient complexifier vraiment la communication et ça met des tensions au sein des parents.
On peut également appréhender des difficultés. Il arrive parfois qu'un enfant puisse dire « je ne veux pas aller chez papa » ou « je ne veux pas aller chez maman ». Comment on va discuter là-dessus? C'est-à-dire comment les parents vont tenir un discours à l'enfant pour l'encourager et continuer à mettre en place ce qui a été décidé. Donc la médiation, ça permet aux personnes de prendre des décisions ensemble afin de trouver une nouvelle organisation, alors qui ne soit pas idéale, parce que l'idéal serait de ne pas faire de compromis, mais ce n'est pas la question. C'est surtout que ce soit acceptable pour tout le monde, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Alors, de façon induite, il y a un bénéfice pour les enfants, bien sûr, lorsque les parents se mettent autour d'une table pour discuter. Ils tirent des bénéfices de cette communication. Alors, communication à minima, on n'est pas effectivement obligé d'aller boire un café, discuter, c'est souvent un moment où on n'a pas spécialement envie de voir l'autre. Cependant, il faut continuer à maintenir cette communication pour plusieurs raisons. La première, c'est pour éviter de faire de nos enfants des enfants messagers. J'appelle ça des enfants facteurs. Papa, il a dit qu'il viendrait me chercher plus tard. Maman, elle a dit qu'elle n'était pas contente. Avait les affaires. Ce sont des petites choses comme ça qui viennent engrainer un petit peu la communication. Parce que les enfants ont besoin de se concentrer sur leur nouvelle vie, la nouvelle école, le nouveau lieu, la nouvelle maison. Donc, plus les parents communiquent et plus l'enfant va pouvoir se concentrer sur sa vie, sur sa petite vie. En tous les cas, sur la réorganisation. Donc, la médiation familiale, ça va favoriser la communication et l'organisation des parents. Le médiateur, qui est neutre, impartial, il va faciliter la reprise du dialogue sans pouvoir de décision. Ça appartient aux personnes. D'accord. Comment les parents peuvent accéder à ce service? Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est une démarche volontaire, spontanée. Les gens disent, bon, là, il y a un souci, ça serait bien qu'on fasse appel à quelqu'un pour nous aider. On appelle ça une médiation conventionnelle. Alors, vous appelez un secrétariat dans un service de médiation familiale. La secrétaire va vous proposer un rendez-vous préalable que l'on appelle un entretien d'information. Niveau, on n'est pas encore dans la médiation. Donc, ça va permettre de réfléchir avec le médiateur sur la poursuite et les modalités de mise en œuvre de la médiation. La deuxième possibilité, elle fait suite à une audience devant le juge des affaires des familles. Donc, le juge peut proposer aux personnes de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information. Ou une personne peut évoquer pendant cette audience ses difficultés de communication et peut en faire la demande auprès du juge. Donc, le service de médiation familiale qui va recevoir la médiation dite donc judiciaire va contacter les personnes pour leur proposer un rendez-vous. D'accord. Et quel est le coût pour accéder à cette médiation familiale? Alors, l'entretien d'information, donc celui que je viens de nommer, l'entretien préalable est gratuit. Ensuite, lorsque la médiation se met en place, chaque personne va régler son entretien de médiation à hauteur de ses revenus. Alors, par exemple, pour une personne qui est au RSA, l'entretien sera de 2 €. Pour une personne qui est au-dessous du SMIC, c'est 5 € l'entretien. Lorsqu'on a moins de 1 550 € de revenus, la tranche se situe entre 8 et 9 €. Au-dessous de 2 000, on est entre 13 et 15 € la séance. Au-dessous de 2 500 €, on est entre 21 et 25 €. Au-dessus de 3 800 €, on est entre une tranche de 35 et 51 €. Et enfin, la dernière tranche, c'est au-dessous de 5 301 €, auquel cas l'entretien est de 100 ou de 131 € en fonction de la déclaration des personnes. Très bien, merci pour ces précisions. Et combien de séances sont nécessaires? Alors, d'abord, la séance de médiation, elle dure entre 1 heure, 1 h 30 à 2 heures. Voilà. Ensuite, chaque médiation est unique, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure en fonction, bien évidemment, des objets de discussion. Alors, pour vous donner une moyenne, je dirais entre 3 ou 4 séances, mais on ne va pas travailler de la même façon. Si on vient pour discuter des outils de communication, de la contribution à l'éducation, de l'organisation administrative. Donc voilà, c'est une moyenne, on peut compter entre 3 et 4 séances. D'accord. Et moi, si je souhaite par exemple bénéficier de ce service, mais que mon ex-conjoint ne le souhaite pas, comment l'amener à faire cette démarche dans l'intérêt de notre relation parentale? Dans l'intérêt de notre relation parentale et encore une fois, dans l'intérêt Des de l'enfant, enfants bien aussi. sûr. Alors, l'idée consiste à ce que le parent qui souhaite faire cette médiation informe l'autre parent en lui donnant les informations nécessaires, le téléphone, l'adresse, éventuellement les plaquettes de service si possible.
il va être question de réfléchir avec la personne à comment on va communiquer avec l'autre parent pour lui proposer cet espace. Bien évidemment que l'idée est de ne pas faire des injonctions, de dire tu dois venir. Voilà, il faut que chaque personne trouve un intérêt. Donc ça, on va pouvoir l'imaginer avec l'autre parent et réfléchir à comment on va faire passer ce message du souhait de venir discuter en médiation familiale. D'accord. Et est-ce qu'un parent peut être reçu seul dans un premier temps? Oui, alors il est possible tout à fait d'être reçu en entretien individuel, mais on peut également proposer des entretiens communs. Les deux personnes sont présentes. Mais enfin, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que les personnes se sont engagées dans le travail de médiation, ils viendront tous les deux. C'est-à-dire que ça nécessite la présence des deux parents et du médiateur familial. Bien sûr, le médiateur peut comprendre qu'il y a des situations où c'est compliqué, où il y a un haut conflit ou des tensions. Alors, on va pouvoir éventuellement réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour favoriser cette communication. Il se peut qu'un parent dise oh, « moi, 1 heure avec monsieur, je ne vais pas tenir, c'est pas possible ». Bon, on peut réfléchir aux conditions qui favoriser cette communication. D'accord. Merci Stéphanie pour cette intervention. Merci. Nous arrivons à ce webinaire. Je tiens à remercier tous les professionnels qui sont intervenus. Je vous rappelle que vous pouvez revisionner cette présentation en replay sur le même site. Sachez également que vous pouvez télécharger le diaporama qui a été diffusé pendant cette intervention et dans lequel vous retrouverez toutes les coordonnées des professionnels proches de chez vous. Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée. Au revoir.